Si vous avez déjà regardé passer un train de marchandises, vous avez probablement attendu le dernier wagon, ce moment final où la barrière du passage à niveau se relève et où la circulation peut reprendre. Mais avant que les barrières ne se lèvent, il reste encore une chose qui défile. Quelque chose d'assez petit pour passer inaperçu, si vous ne regardez pas attentivement. Un boîtier métallique, fixé à l'attelage arrière du dernier wagon de marchandises, avec une lumière rouge qui pulse régulièrement vers l'horizon. Ce boîtier a un nom, plusieurs noms en fait, selon à qui vous posez la question. Les compagnies ferroviaires l'appellent un dispositif de fin de train. L'administration fédérale des chemins de fer l'appelle un ETD. Mais les gens qui travaillent réellement sur les trains de marchandises lui ont donné un tout autre nom. Ils l'ont appelé Fred. Et Fred n'était pas un terme affectueux. C'était l'acronyme de Flashing Rear End Device, même si les cheminots qui l'ont vu remplacer leurs collègues y ont ajouté un mot devant qui rendait l'acronyme un peu plus coloré. Cependant, ce qui ressemble à un simple équipement de sécurité cache une histoire qui s'étend sur plus de 150 ans. Alors comment un boîtier métallique de 16 kg a-t-il pu remplacer un wagon entier, supprimer des milliers d'emplois et manquer de tuer des gens dans la foulée? C'était en 1869 à Pittsburgh et un inventeur de 22 ans nommé George Westinghouse venait de construire quelque chose que l'industrie ferroviaire pensait impossible. Un système de freinage alimenté par air comprimé, contrôlé uniquement depuis la cabine de la locomotive. À l'époque, arrêter un train de marchandises était l'un des métiers les plus dangereux du pays. Les serre-freins montaient sur le toit des wagons de marchandises en mouvement, sous la pluie, la neige et dans l'obscurité, tournant de lourds volants en fer pour actionner les freins sur chaque wagon individuellement. Le mécanicien donnait un coup de sifflet et les serre-freins commençaient à courir sur les toits, serrant les freins wagon par wagon. Des milliers de serre-freins sont morts en faisant ce travail, et des milliers d'autres ont perdu des doigts, des mains et des membres. Ils ne portaient aucune ligne de sécurité. Leur point d'appui était une passerelle étroite au sommet d'un wagon couvert oscillant, et le seul avertissement d'un pont bas ou d'un tunnel devant eux était un jeu de cordes pendantes appelé tell-a-tell, suspendu haut au-dessus de la voie. Si vous sentiez les cordes frôler votre corps, vous aviez quelques secondes pour vous jeter à plat ou risquer d'être balayé du wagon. C'était si dangereux que les compagnies d'assurance-vie refusaient de couvrir les serre-freins au tarif standard. Avant l'invention de Westinghouse, les trains pouvaient mettre près de 3 km pour s'arrêter complètement, et parce qu'aucun serre-frein ne pouvait atteindre chaque wagon à temps, les trains étaient limités à environ 10 wagons de longueur. Les trains plus longs ne pouvaient tout simplement pas être arrêtés en toute sécurité. Westinghouse a tout changé. Son système à air comprimé a réduit la distance de freinage de plusieurs milliers de mètres à quelques centaines, et il a permis à un seul mécanicien de contrôler les freins de chaque wagon depuis la cabine de la locomotive. La loi sur les dispositifs de sécurité ferroviaire de 1893 a rendu les freins à air obligatoires sur chaque train aux États-Unis. Mais le frein à air n'a pas éliminé le fourgon de queue. Il a éliminé la partie la plus terrifiante du travail du serre-frein. Ce qui restait était toujours essentiel. L'équipage qui voyageait dans le fourgon de queue servait Dieu à l'arrière du train. Depuis la vigie surélevée au sommet, le chef de train et le signaleur surveillaient les problèmes que le mécanicien à l'avant ne pouvait jamais voir. Des chargements déplacés, du matériel traînant au sol, et le danger le plus redouté de tous, une boîte chaude, un palier de fusée d'essieu surchauffé, qui pouvait se gripper, se fracturer, et faire dérailler un wagon de marchandises à pleine vitesse. Le fourgon de queue était à la fois un bureau roulant, une cuisine, un dortoir et un poste d'observation, le tout dans un seul wagon. Le chef de train traitait les lettres de voiture et les horaires sur un bureau rabattable. Lors des trajets de nuit à travers les prairies désertes, les membres d'équipage dormaient dans des couchettes étroites et cuisinaient sur un poêle en fonte boulonné au plancher. Les vagabonds qui voyageaient clandestinement sur les trains connaissaient le fourgon de queue sous le nom de doghouse. Les cheminots l'appelaient le hack, le criomi ou simplement la cabane. Beaucoup de compagnies ferroviaires attribuaient un fourgon de queue à un chef de train individuel, de la même manière qu'une entreprise de transport routier attribue un camion à un chauffeur. Les équipages accrochaient des rideaux, stockaient du café et des conserves
et gardait parfois des outils personnels ou des livres à bord pour des trajets qui pouvaient durer des jours. Le mot caboose lui-même vient probablement du néerlandais kombuis, un terme désignant la cuisine d'un navire, ce qui en dit long sur ce qu'était réellement ce wagon. C'était un foyer. Pendant plus d'un siècle, le fourgon de queue rouge à l'arrière du train était aussi familier que la locomotive à vapeur qui tirait l'avant. Comme la Grange Rouge et l'école à classe unique, il est devenu un symbole américain. Alors que lui est-il arrivé? La réponse commence en Floride en 1963, avec l'un des conflits sociaux les plus longs et les plus violents du XXe siècle. La Florida East Coast Railway, une ligne de 560 km reliant Jacksonville à Miami, était contrôlée par un homme nommé Edward Ball, qui gérait la succession d'Alfred Dupont. Ball pensait que la compagnie ferroviaire ne pouvait pas survivre en payant les mêmes coûts de main-d'œuvre que les grandes compagnies de classe 1. Quand il a essayé de réduire les coûts, les syndicats d'exploitation se sont mis en grève en janvier de cette année-là. Ce qui a suivi, c'est 14 ans de chaos, l'un des conflits sociaux les plus longs et les plus amers de l'Amérique du XXe siècle. Les grévistes ont posé des bombes sur les trains de marchandises et saboté les voies le long de la ligne principale. Les travailleurs de remplacement ont essuyé des tirs pendant leur service. Plusieurs trains ont été déraillés par des actes délibérés de vandalisme. Les autorités fédérales sont finalement intervenues pour mettre fin à la violence, et la Cour suprême des États-Unis a confirmé le droit de la compagnie ferroviaire à continuer d'opérer avec des travailleurs de remplacement pendant toute la durée du conflit. Durant ces années, tandis que les autres compagnies ferroviaires observaient de loin, Ball a investi massivement dans l'automatisation et les améliorations physiques. Il a reconstruit les voies, installé des traverses en béton et poussé la FEC vers un modèle que le reste de l'industrie ne rattraperait pas avant des décennies. La Florida East Coast est devenue la première compagnie ferroviaire américaine à fonctionner avec seulement des équipages de 2 personnes. La première a supprimé tout service voyageurs non rentable en 1968 et en 1969. La première a remplacé le fourgon de queue par un petit boîtier électronique boulonné à l'attelage arrière du dernier wagon de marchandises. Ce boîtier était le Fred original, et selon les normes actuelles, il était presque risiblement rudimentaire. Une batterie, une connexion à la conduite de frein, et un feu rouge clignotant. Pas de transmission de données, pas de commande à distance, pas de télémétrie d'aucune sorte. L'appareil clignotait simplement dans l'obscurité, indiquant à tout train suivant que quelque chose se trouvait devant lui sur la voie. Mais les compagnies ferroviaires ont vu dans cette lumière clignotante quelque chose que les syndicats redoutaient. Elles voyaient un avenir sans fourgon de queue, sans équipage à l'arrière, et sans l'énorme dépense liée à l'entretien, à la manœuvre et à la dotation en personnel d'un wagon dédié sur chaque train de marchandises du pays. Le combat qui a suivi a duré près de 20 ans. Les syndicats ferroviaires, en particulier le United Transportation Union et la Brotherhood of Locomotive Engineers, ont fait campagne État par État pour préserver les lois sur les effectifs complets qui imposaient de fait les fourgons de queue en exigeant plusieurs membres d'équipage sur chaque train de marchandises. Leur argument était simple et en apparence raisonnable. Un être humain formé, assis dans la vigie d'un fourgon de queue, pouvait voir des choses qu'aucun dispositif électronique ne pouvait détecter. Quelqu'un là-haut dans ce dôme vitré pouvait sentir l'odeur de graisse brûlée d'un palier défaillant, repérer un chargement déplacé qui n'avait pas encore déclenché de défaut mécanique ou signaler un train suivant en cas d'urgence. Et pendant un temps, ils avaient raison. Mais les chiffres étaient impitoyables. En 1980, l'exploitation d'un fourgon de queue coûtait 92 centimes par mile. Pour un train parcourant 1000 miles, cela ajoutait près de $1000 rien qu'en coût de fourgon de queue, sans compter les salaires de l'équipage. Les manœuvres en gare ajoutaient encore des frais. Chaque départ et chaque arrivée nécessitaient des mouvements supplémentaires pour attacher ou détacher le fourgon de queue. Un chef de gare sur le Cotton Belt Railroad estimait que sa gare dépensait $300 par jour rien que pour la manutention du fourgon de queue, et le fourgon lui-même coûtait cher à construire et à entretenir. En 1985, Robert Claytor, président de Norfolk Southern, a posé la comparaison en termes crus. Un fourgon de queue coûtait environ $80 000, pesait 25 tonnes
et nécessitait de l'espace sur les voies, des équipes de manœuvre et un entretien constant. Son remplaçant coûtait environ 4 000 $, pesait 16 kg et n'avait besoin que d'une batterie. Comment argumenter contre de tels chiffres? Si vous trouvez cela utile, pensez à vous abonner. Nous traitons de l'histoire et de l'ingénierie ferroviaire comme ceci chaque semaine. La loi Staggeredze de 1980 avait déjà commencé à assouplir la réglementation fédérale de l'industrie ferroviaire, donnant aux compagnies plus de flexibilité en matière d'effectifs et de choix d'équipement. Puis est venu l'accord national de 1982 entre les grandes compagnies ferroviaires et le United Transportation Union, qui autorisait initialement le retrait des fourgons de queue de 25% des trains. L'administration fédérale des chemins de fer a commencé à accorder des dérogations sur la base de données issues de programmes pilotes, montrant que les dispositifs électroniques offraient des capacités de surveillance égales ou supérieures à ce qu'un équipage humain pouvait faire depuis la vigie du fourgon de queue. Au milieu des années 1980, les fourgons de queue disparaissaient des trains de marchandises de grande ligne à travers tout le pays. Les trains qui transportaient autrefois un mécanicien, un chef de train et un ou deux serre-freins sont passés à des équipages de 2 personnes voyageant entièrement dans la cabine de la locomotive. En 1990, la transition était essentiellement achevée. Le fourgon de queue rouge, un élément emblématique du chemin de fer américain depuis plus d'un siècle, avait disparu du service commercial sur toutes les grandes compagnies ferroviaires. Des milliers de fourgons de queue ont été ferraillés, vendus ou donnés. Certaines ont survécu comme abri pour les équipes de maintenance de la voie ou comme plateforme de refoulement pour les manœuvres en gare de triage. D'autres ont fini dans des parcs municipaux, dans des musées ferroviaires ou reconvertis en restaurants de bord de route et boutiques de souvenirs. Mais l'ère d'un wagon rustique à l'arrière de chaque train de marchandises était révolue. Ce qui l'a remplacé a évolué rapidement. Les premiers modèles, appelés unités passives, n'étaient rien de plus que des feux clignotants activés par l'obscurité, des marqueurs qui économisaient la batterie en ne s'allumant qu'après le coucher du soleil. Une deuxième génération a ajouté un manomètre de conduite de frein, ce qui lui a valu le qualificatif d'intelligence moyenne. Ces appareils pouvaient transmettre quelque chose à l'équipage, mais pas grand-chose, et seulement si quelqu'un marchait jusqu'à l'arrière pour vérifier le manomètre. Le vrai bond en avant est venu avec les unités intelligentes équipées d'émetteurs radio. Celles-ci envoyaient les données de pression de la conduite de frein vers un récepteur monté dans la cabine de la locomotive, un appareil que les équipages ont surnommé Wilma. Toutes les 40 secondes, l'ETD transmettait ses relevés. Si quelque chose changeait brusquement, une chute de pression de frein ou un mouvement inattendu du train, il envoyait une alerte immédiatement. Le signal voyageait sur une fréquence attribuée, couvrant 5 à 8 km dans de bonnes conditions. Mais dans la précipitation à réduire les coûts et à se moderniser, les compagnies ferroviaires avaient-elles négligé quelque chose? L'ancien fourgon de queue transportait autre chose que des membres d'équipage. Il transportait une valve de frein d'urgence. Si la conduite d'air du train gelait, ou si un blocage empêchait la commande de freinage du mécanicien d'atteindre les wagons arrière, l'équipage dans le fourgon de queue pouvait tirer cette valve et purger l'air par l'arrière. C'était une simple sauvegarde mécanique pour une situation où le système de freinage principal défaillait depuis l'avant. Quand le fourgon de queue a disparu, cette valve a disparu avec lui. Et les premiers Fred ne pouvaient qu'envoyer des données vers l'avant, mais pas recevoir de commandes en retour. C'étaient des appareils unidirectionnels. Alors, quand de la glace bloquait la conduite de frein sur des trains circulant en zone montagneuse, l'application du frein d'urgence par le mécanicien n'atteignait que les wagons situés en avant du blocage. Chaque wagon derrière le blocage continuait de rouler, poussant la moitié avant vers l'avant, sans aucun moyen de l'arrêter. Le résultat, c'était des trains en dérive, et ces dérives ont tué des gens. L'administration fédérale des chemins de fer a agi. Fred a été repensé pour devenir un système de télémétrie bidirectionnel. Le mécanicien disposait désormais d'un bouton sur la console de la locomotive qui envoyait un signal radio vers l'unité arrière. Lorsqu'il était déclenché, une valve sur le dispositif de fin de train s'ouvrait en moins d'une seconde, purgeant la conduite de frein par l'arrière et appliquant le freinage d'urgence à l'ensemble du train
depuis les deux extrémités simultanément. Cette capacité bidirectionnelle est devenue obligatoire. Elle a été intégrée aux procédures obligatoires de test des freins à air dans le cadre du test initial en gare que chaque train doit réussir avant de quitter le triage. Un dispositif de fin de train moderne est une unité compacte et étanche qui fait le travail de tout un équipage de fourgons de queue. La pression de la conduite de frein est surveillée en continu. Un capteur de mouvement détecte toute séparation accidentelle du train et alerte instantanément l'équipage si des wagons se découplent. La capacité GPS suit la position de l'arrière du train en temps réel. Certains modèles plus récents embarquent de petites turbines génératrices alimentées par la pression d'air de la conduite de frein elle-même, éliminant le besoin constant de remplacement de batteries qui posait problème sur les versions antérieures. Le feu de marquage rouge clignotant utilise des capteurs de luminosité ambiante pour ne s'activer que lorsque les conditions l'exigent, et des matériaux réfléchissants sur le boîtier captent les faisceaux de phare des trains en approche même si le feu tombe en panne. L'appareil pèse moins de 14 kg. Il se fixe sur l'attelage arrière et se connecte au flexible de frein en quelques minutes. Quand le train atteint sa destination, un membre d'équipage déboulonne l'unité et l'emporte pour la prochaine affectation. À travers tout le pays, sur chaque train de marchandises en activité, l'un de ces boîtiers fait son travail à l'arrière de la rame. Pendant ce temps, l'argument selon lequel un équipage humain pouvait repérer des problèmes qu'aucune machine ne pouvait détecter s'est affaibli d'année en année. Des systèmes de détection en bord de voie, qui n'existaient pas à l'époque du fourgon de queue, jalonnent désormais les emprises ferroviaires de tout le pays. Des détecteurs de boîtes chaudes scannent chaque essieu au passage avec des capteurs infrarouges. Des détecteurs d'équipements traînants repèrent tout ce qui pend sous le gabarit de dégagement du wagon. Des moniteurs acoustiques écoutent le son caractéristique d'un roulement de roues défaillant. Le réseau d'yeux et d'oreilles automatisé le long de la voie détecte désormais des problèmes qu'aucun membre d'équipage, scrutant depuis la fenêtre d'une vigie, n'aurait pu repérer de manière fiable, surtout sur un train d'1,5 mile de long roulant, à pleine vitesse, dans l'obscurité. Et le débat que l'ETD a lancé n'a jamais vraiment pris fin. Aujourd'hui, certaines compagnies ferroviaires poussent pour réduire les équipages de 2 personnes à une seule, arguant que la technologie a suffisamment progressé pour qu'un seul mécanicien soit en sécurité dans la cabine de la locomotive. Les syndicats s'y opposent, avec des arguments quasi identiques à ceux qu'ils avançaient quand le fourgon de queue a disparu. La technologie contre le jugement humain, les économies de coûts contre les marges de sécurité. C'est la même tension qui se rejoue à travers une génération différente de cheminots. Le fourgon de queue vit encore dans les coffrets de trains miniatures et les vitrines de musées, dans les livres pour enfants et dans la mémoire collective de quiconque s'est un jour tenu à un passage à niveau pour regarder passer un train de marchandises. L'image d'un wagon rouge se balançant doucement à l'arrière d'une longue rame, avec la fumée s'élevant en volute de sa cheminée de poêle, reste l'un des symboles les plus reconnaissables du chemin de fer américain. Il représente quelque chose qui était réel et fonctionnel, un espace de travail où des gens mangeaient, dormaient et veillaient sur des machines qui pouvaient les tuer si quelque chose tournait mal. Mais le boîtier clignotant qui a pris sa place, porte-t-il quoi que ce soit de cette romance? Il n'a pas de vigie, ni de cafetière, ni de rideau aux fenêtres. Personne n'écrit son nom à l'intérieur du boîtier, ni n'accroche une photo près du compartiment à batterie. Il ne peut pas faire signe à un enfant au bord des voies, mais toutes les 40 secondes, il envoie un signal vers l'avant, confirmant que le dernier wagon est toujours connecté, que la pression d'air tient, et que le train est intact. Et si quelque chose tourne mal, il peut tout arrêter depuis l'arrière en moins d'une seconde. La vraie question n'est pas de savoir si Fred fait bien son travail. Il le fait. La question est ce que cela signifie quand une technologie fait un travail si bien que les personnes qu'elle a remplacées deviennent un souvenir. Et si la prochaine génération de cheminots regardera l'équipage dans la cabine de la locomotive de la même façon que nous regardons aujourd'hui l'équipage dans le fourgon de queue? Cette réponse est encore en train de s'écrire.